Et aujourd'hui, on clôture cette soirée avec Philippe Sanson et son premier roman. Et donc, on va assez rapidement donner la parole à Philippe. Après, à un moment donné de la soirée, Françoise donnera lecture de quelques passages du roman de Philippe. Donc voilà. Merci d'être là et bienvenue à tous et à toutes. Alors rapidement, une petite introduction. Moi j'ai beaucoup aimé ce livre, vraiment. Je l'ai tellement aimé que je suis en train de voir si je ne peux pas le relire. Même s'il est un peu effrayant au début, mais il se lit vraiment très facilement. C'est vraiment passionnant, prenant. Il nous transporte à travers quasiment un siècle de l'histoire d'Oran, de la France, de l'Algérie, de la Méditerranée. Avec talent, Philippe a réussi à reconstituer avec une saisissante fidélité l'atmosphère qui régnait à cette époque. Décors, habitudes et coutumes, cuisine et costumes, fêtes, rituels et événements de tout genre. Il nous raconte des destins fabuleux, des personnages authentiques, hauts en couleur, des communautés qui se côtoient et ne se parlent jamais. Entre gravité et légèreté, entre simplicité et complexité, il y a de l'amour et de la détresse, des rêves et des désenchantements, des peurs et des replis, des guerres et des accalmies, des espoirs et des partages. Tout cela est porté par une belle écriture, fluide, coulante, une impression de lire une succession de petites nouvelles, mais sans jamais perdre le fil conducteur. Ce livre nous raconte des histoires, mais il a aussi une histoire. Et je vais commencer par là. Donc, est-ce que Philippe, tu peux nous parler un peu de l'histoire du livre? Et puis, peut-être en guise d'introduction, nous dire aussi quelques mots sur la forme, le genre, les caractéristiques de ce roman, parce que ce roman chevauche continuellement entre autobiographie et fiction. Donc, Philippe, je te passe la parole et puis, bien sûr, on fera un débat après l'intervention de Philippe et on prendra les questions. Merci. Bon, merci d'abord à tous d'être là. Je ne sais pas si je suis assez près du micro, on m'entend? Oui. Bon, ça va. Merci à Miloud pour tous ces compliments au sujet du livre, mais ça me fait particulièrement plaisir parce qu'il a pointé des tas de choses que j'ai cherché à mettre dans l'écriture, donc ça veut dire que j'y suis un peu arrivé par moment, au moins, c'est bien. Je peux vous parler, enfin j'espère que certains ont lu le livre, d'autres qui ne l'ont pas lu auront des questions à poser, ça facilitera l'échange, mais je peux vous parler pendant des heures du livre, donc je vais commencer à répondre aux questions de Miloud. L'histoire de ce livre, alors je ne sais pas comment interpréter la question, sans doute pourquoi ce livre, peut-être. Ouais, pourquoi, comment... Alors pourquoi ce livre? C'est toujours une petite aventure, le livre. C'est toujours une aventure, surtout quand on n'en a jamais fait, qu'on arrive à un âge où c'est le premier roman et c'est le dernier, donc. Ah non. Donc, pourquoi un livre? Bon, je suis quelqu'un qui a toujours aimé un livre. Alors, c'est pas n'importe quel livre d'abord, évidemment, c'est un roman, et ça, c'est essentiel. Moi, je suis quelqu'un qui a toujours aimé écouter des histoires, qu'on me raconte des histoires, qu'on me lise des histoires. J'ai toujours aimé en raconter et même en inventer. J'ai fait ça toute ma vie, de par mon métier souvent, j'ai raconté des histoires et j'en ai inventé. Et ça a toujours été un plaisir. Donc, dans l'absolu, je dirais de tout temps, l'idée d'écrire, c'était quelque chose qui... j'aurais jamais dit, moi jamais, mais... j'ai jamais eu ni l'envie, ni le besoin, ni rien qui en faisait l'urgence. Et puis, quand même, ça fait déjà pas mal d'années,
il y a, allez, on va dire, une vingtaine d'années. Tout le monde, je crois que tout le monde peut raconter des histoires. Ce qui peut faire la force d'un roman, en fait, c'est des personnages, des histoires insolites, des histoires extraordinaires. Et il suffit de regarder autour de soi. Je crois que vous tous, comme nous tous, on a tous des personnages de romans autour de nous, dans nos amis, dans nos familles, etc. Et moi, je me suis aperçu, enfin, je le sais de toujours, je sais depuis toujours que je viens d'un endroit où j'ai grandi, qui était un endroit qui m'a beaucoup marqué, avec des images incroyables, des moments très difficiles, puisque j'ai vécu en toute conscience, parce que j'étais un gamin quand même assez grand, la guerre d'indépendance. Et puis je suis issu d'une famille avec des personnages, des histoires, des destins incroyables, atypiques. Donc voilà, j'ai dit à un moment donné, ça serait pas si mal que ça d'arriver à raconter cette histoire. Mais je savais que je voulais remonter aux sources, aller assez loin. Donc ce qui m'a souvent freiné, c'est que je savais que si je me lançais, c'était pas pour faire un livre d'une 50aine de pages. Je savais déjà que ça allait être un pavé, quoi. Il y avait beaucoup de choses à dire. Je voulais vraiment aller sur plusieurs terrains. Et en fait, faute de temps, à force de faire trop d'autres choses, tout ça, je n'y suis jamais mis. Puis en 2017, je me suis retrouvé immobilisé à l'hôpital, rien à voir à faire. J'ai dit tiens, c'est le bon moment pour le faire. J'ai écrit un chapitre, ce qui doit être à peu près, même s'il a été retoqué, revisité, le premier chapitre. Et puis c'est tout, parce qu'après, je passais la convalescence, tout ça, ça se passait pas comme je voulais, j'ai abandonné. Et puis le désir a été est revenu, et en fait j'avais du temps, les théâtres étaient fermés, les cinémas aussi. C'était pas tout au début, mais c'était en juillet 2020. J'avais du temps, je m'y suis mis. Et même si j'ai été parfois découragé, parce que je savais que j'étais pas au bout du chemin, mais plus j'avançais quand même, plus ça prenait forme. Et voilà, j'ai mis un an pour y parvenir, puisqu'il m'a fallu, j'ai mis le point final. Alors c'est tout à fait un hasard, mais le point final a été mis le 5 juillet 2021. Pour vous dire que le roman se finit à 5 juillet aussi. Pas de la même année. Voilà, alors, pour compléter cette question, peut-être comment c'est né dans ma tête, comment je m'y suis pris, peut-être, hein, pour vous dire ça. Si vous voulez, parce que la question qu'on va se poser, je parle d'Oran, il n'y a pas qu'Oran, mais il y a beaucoup Oran. Je suis né à Oran. La première question que les gens ont tendance à me poser, c'est un roman autobiographique. Ben oui et non, parce que c'est un roman, c'est pas une autobiographie. Et puis quand le premier personnage commence à apparaître dans le bouquin à 10 ans, 1885, bon, c'est même pas l'autobiographie de la famille, là, c'est des sources que j'ai retrouvées. Mais il y a des tas de passages, des pas entiers qui ont été inventés, créés de toutes pièces. Pour prendre une image, pour vous expliquer comment ça s'est joué dans ma tête, je vais prendre de référence un film que vous avez tous vu sans doute, c'est le roman de Fellini qu'il a fait dans les années 70, qui était un bel hommage à la ville de Rome. Et il y a une scène dans le roman qui a été reconstituée, mais c'est une réalité par rapport à ce qui s'est passé. Il creusait le métro de Rome. Et en creusant le métro de Rome, bien entendu, quand on creuse à Rome, on tombe sur des vestiges.
Et on voit dans le film une scène donc, qui a été reconstituée, mais qui n'était pas loin de la vérité. Ces fraises énormes qui arrivent à creuser, et ils savent, avec des archéologues qui sont à côté, des scientifiques, tout ça, ils savent que derrière, parce qu'ils ont déjà détruit des murs, qu'il va y avoir des villas, des salles romaines, avec des fresques, avec des statues, ils vont trouver des choses. Et la fraise fait un trou dans le mur, et qui pénètre, les archéologues, ça pénètre à travers le mur qui s'est ouvert dans une salle qui est immense et qui est une fresque gigantesque, des peintures magnifiques, de toute beauté. Ils sont fascinés, etc. Et l'appel d'air, il y a un appel d'air énorme qui arrive. L'appel d'air fait que, en un clin d'œil, presque en quelques secondes, les fresques, par endroits, s'effacent. Il reste des zones qui sont toutes blanches, qui sont effacées, et quelques zones qui restent encore présentes avant elles-mêmes de s'effacer. Si vous voulez, moi j'ai fait arrêt sur image au moment où il y a des zones blanches et des morceaux de fresques. Moi, c'était là où j'en étais. Quand j'ai abattu ce mur, on va dire, de la mémoire, quand j'ai voulu vraiment remonter, j'avais des tas de choses, d'éléments vrais, du vécu personnel, du vécu de ma famille, d'amis, et puis j'avais ces zones blanches. Ces zones blanches, c'était quoi? C'était des points historiques que je n'avais pas, c'était des personnages qui n'existaient pas et que j'ai inventés pour servir mon récit et servir les autres personnages. Voilà comment j'ai composé. J'ai reconstitué cette fresque, parce que c'est une fresque dans la mesure où, comme dans les fresques, il y a une partie de la fresque, un bout de la fresque, qui n'est pas directement en lien avec l'autre bout, mais finalement chaque morceau est en lien avec celui qui est à côté. Donc j'ai reconstitué ça avec l'aide de la mémoire et de l'imaginaire pour les zones blanches. Voilà un peu comment ça s'est construit dans ma tête. Je ne sais pas si vous m'avez suivi, mais c'est un peu le cheminement qui m'a accompagné. Alors après, tu parlais du genre. Oui, après, le livre est fait. Toi, comment tu le caractérises? Parce que souvent, c'est après qu'on prend conscience de la nature du travail qu'on a fait. Donc là, très, très rapidement, je vais dire, pour ce qui est du genre, ce n'est pas un roman historique, même si l'histoire est toujours présente. On a déjà ce que la Commune de Paris a apporté à certains, comment ils s'en sont emparés. On n'a pas la guerre de 14, mais on a les dégâts que la guerre de 14 ont fait, les dégâts qu'elle a fait dans des chairs et dans des esprits. La guerre de 39-45, on a ce que les gens en Algérie savent de par les journaux, de par leurs conversations. Mais par contre, on a le débarquement en Algérie. Et puis la guerre d'indépendance, elle y est là, on est sur place. Mais ce n'est pas un roman historique. Par contre, la précaution qui a été prise, ça a été que tout ce qui est historique, c'est des faits que je suis allé vérifier, chercher, où j'ai appuyé mon histoire et mes personnages qui se sont inscrits là-dedans de façon totalement juste. Après, ça reste un roman. Le fait qu'il soit autobiographique en partie, tout ça, je dirais, c'est pas grave. Les gens qui me connaissent plus ou moins bien à des degrés différents vont m'interroger. Je peux révéler tout, j'ai rien à cacher dans les moindres petits détails de ce qui est vrai ou faux. Puis ceux qui ne savent même pas qui est Philippe Sanson, il faut qu'ils le prennent comme un roman, point final, quoi. Sans plus, quoi. Oui, sûrement ceux qui ne te connaissent pas, c'est un roman, c'est un beau roman, avec des aspects historiques aussi assez marqués. Mais ceux qui te connaissent, bien sûr, plus on avance dans le livre, plus on sent qu'il y a une part d'autobiographie. Ah oui, évidemment, plus on se rapproche de la fin du livre, plus il y a une part qui est réelle, qui est autobiographique, jusque
dans les derniers, des détails extrêmes, je dirais, qui sont autobiographiques sur la fin du livre, puisque c'est les dernières années, hein, c'est 62. Et plus on remonte le temps, plus il y a des passages, même s'il y a des personnages dès le départ, qui sont des personnages qui ont existé. Après, il y a une partie où c'est écrit avec des yeux d'enfant. Oui. Alors, il y a la partie qui a été écrite essentiellement, la guerre d'Algérie, par exemple, elle est vue à travers les yeux d'un enfant. Hein. Cet enfant, on découvre une partie de la guerre d'Algérie. Alors là aussi, il n'y a pas tout dans la guerre d'Algérie, bien entendu, puisque c'est pas un roman historique. Hein. Il y a ce qu'il entend dire de ses parents, de ce qu'il sait, de ce qu'il voit. Et c'est à travers les odeurs, ce qu'il voit dans la rue, les drames auxquels il assiste, et à travers ses jeux, son environnement, qu'on arrive à percevoir la guerre d'Algérie. Voilà. Bon, écoutez, on va pas faire un... Oui, voilà. Voilà. Donc, moi, ce que je te propose, c'est qu'on passe la parole à la salle. S'il y a des gens qui ont des questions, ou ils ont, surtout ceux qui ont lu les livres, mais même ceux qui n'ont pas lu. Donc voilà. Sur la forme, sur le fond, sur la façon dont j'ai après écrit, oui. À vous de jouer. Bon, eh bien écoute, on va peut-être... Allez, voilà, on y va. Effectivement, le livre, je viens de le terminer, il s'est très frais dans ma tête, c'est pour avoir la question précise, donc je veux juste quand même dire effectivement, c'est un livre qui est très prenant, il est vraiment, je te félicite, et je trouve qu'il est foisonnant de faits, de milieux, et je me suis interrogé, mais donc tu as un petit peu répondu, sur comment tu t'étais documenté, parce qu'à la fois sur le milieu juif, sur à un moment donné, il y a des personnages comme ça, et dans le quartier nègre aussi, enfin, il y a beaucoup de choses très en détail, et après, à un moment donné en Portugal, et que tu connais c'est extrêmement bien détaillé, et j'ai été impressionné. Alors je me suis dit, mais combien de temps il a passé en recherche, ou alors est-ce que c'est vraiment le fruit de ta mémoire ou de ton imagination, mais je reconnais que ça m'a vraiment beaucoup plu et puis interpellé, parce que c'est vraiment très très riche en informations. Et donc la question c'était effectivement comment tout ça c'était vraiment le fruit de l'imagination, ou vraiment il y a eu un travail de recherche, parce que c'est très précis sur les coutumes, sur la vie, voilà. Oui, alors, alors je peux te répondre assez précisément. Effectivement, j'ai passé énormément de temps à faire des recherches, à me documenter. Et j'ai énormément lu les journaux d'époque, qui sont une source d'informations extraordinaire sur la façon dont, et la presse d'une part, rend la réalité avec son filtre aussi. Parce qu'il faut voir, par exemple en Algérie, au moment de la débâcle de 40, jusqu'au dernier moment, tout allait bien, quoi. Enfin, on ne savait même pas que ça se passait mal, quoi. Donc la presse est très, très instructive. Et après, pour te répondre précisément, je suis allé chercher dans les détails les plus précis. Et c'était effectivement pour la qualité que je voulais mettre dans le roman, mais c'était surtout aussi pour m'aider à écrire. Par exemple, tu parles à Oran, c'est souvent vrai, mais à Lisbonne, par exemple, je connais la ville, mais après, pas plus que ça. Mais pour que mes personnages existent, il y a des situations où je voulais les ancrer dans une réalité où mon imaginaire allait les faire le plus crédible possible. Hein. C'est-à-dire que, par exemple, à Lisbonne, dès le départ, c'est un exemple, j'avais une scène à laquelle je tenais. Je savais qu'il fallait qu'elle se passe, cette scène, parce que c'était une scène, c'était cinématographique, il y avait des lumières, des éclairages, avec des ombres et tout ça. Et cette scène, je la voulais, des ombres qui enlacent deux personnes là dans la rue. Il fallait qu'elle soit au clair de lune, cette scène.
Je l'avais décidé comme ça parce que c'était... voilà. Et en fait, quand j'ai commencé à arriver à Lisbonne, pour ceux qui n'auraient pas lu, c'est une petite centaine de pages. Et par contre là, autant on saute des années des fois, autant là c'est presque, c'est au jour le jour et c'est presque par moment d'heure en heure. Et donc il y a un événement qui fait qu'on arrive à Lisbonne le premier jour, hein, l'événement qui a réellement existé et que je ne pouvais pas déplacer dans le temps. Et après il y a des événements qui s'enchaînent. Ça, l'événement c'était un samedi et ma scène qui était prévue au clair de lune c'était le mercredi. Et quand j'ai écrit, j'ai dit mais ça va pas parce que peut-être que le mercredi il n'y a pas de clair de lune, peut-être qu'il y avait un clair de lune mais que le ciel était couvert, ça va pas. Bon, j'aurais pu l'écrire, hein, mais personne ne serait allé vérifier ou chercher. Mais j'ai quand même vérifié. J'avais besoin que ce soit crédible, ça comme d'autres fois. J'ai fait des recherches et là, c'est là où les astres sont alignés. C'est que le mercredi, c'était la pleine lune, le jour où je l'avais prévu. Et de la même façon, j'ai vérifié, il y a souvent, on fait souvent référence à la météo, je parle de la météo, il y a beaucoup de choses sur le temps, tout ça. J'ai toujours vérifié la météo qui faisait ce jour-là, quand je décrivais des scènes certains jours. Parce que ça m'aidait à rendre crédibles mes personnages. Les lieux où ils habitaient, les magasins où ils allaient, les restaurants. À Lisbonne, il y a toute une série de trucs que j'ai vérifiés. Il y a un personnage qui achète une casquette dans un magasin qui vendait des chapeaux à cette époque-là, cet endroit-là. Hein. Et la personne qui est rencontrée à Lisbonne, je lui ai attribué une maison qui existe, etc., dans un quartier où elle pouvait vivre, même si elle n'existait pas, quoi. Donc je suis allé vérifier des choses très, très, très pointues. Ça m'a aidé à servir mes personnages, et vous le verrez, ceux qui liront, il y a une page où je comprends comment fonctionnent maintenant un peu les mythomanes, parce que à la fin du livre, il y a une petite page, comme tout, souvent, où il y a des remerciements, tout ça. Et je finis par remercier même les personnages réels qui m'ont aidé à inventer, enfin à créer ce livre, mais aussi ceux qui n'ont pas existé, parce que je les crois tellement vrais aujourd'hui que pour moi ils ont existé, quoi, finalement. Quoi. Tellement je les ai ancrés dans un réel. Quoi. Paul, ouais. Je m'excuse, je n'ai pas lu le livre, donc je parlerai pas du livre, mais juste par rapport à ce débat-là, le fait qu'il y ait le terme roman sous le titre et les explications que tu donnes, moi je les trouve très justifiées. C'est le contraire peut-être qui m'aurait gêné, parce qu'en fait récit-roman, c'est souvent un peu pareil. Enfin, je veux dire, l'auteur s'investit dedans, quoi qu'il écrive. Je veux dire, on n'est jamais vierge. Ouais, Flaubert a dit, Madame Bovary c'est moi, etc. Mais le contraire m'aurait gêné si ça avait été récit. Je veux dire, qu'on fasse passer des trucs imaginaires comme des faits réellement... Non, c'est pas un récit, hein, c'est ni un récit ni un roman historique, c'est un roman. Donc voilà, ça c'est... Mais après, moi, ma question à travers, parce que tu viens d'expliquer que tu mets beaucoup de toi, etc. Donc moi, ma question, c'est quelle était un peu ton intention? Qu'est-ce que tu voulais transmettre, partager, raconter, voilà, je veux dire, expliquer, parce que c'est des choses quand même qui sont très délicates. Il y a une expression majoritaire, des pieds noirs sur ces questions-là, je veux dire, qui vont dans un certain sens. Donc voilà, est-ce que tu as voulu rectifier le sens ou... Alors, oui, je vais te répondre, mais c'est pas tout à fait ça. En fait, il faut parler de deux choses. Ce qui est le moteur du livre, au départ. Il y a un moteur du livre au départ. D'ailleurs, le sens du livre, je veux dire, le moteur, le sens du livre est calqué un peu sur l'écriture, parce que l'écriture, elle varie du début du livre, je l'ai voulu, à la fin du livre. Hein, ça glisse, je vais expliquer comment. Au départ, le moteur du livre, il y a plusieurs personnages
on navigue d'ailleurs un peu au début, et dans le temps et dans l'espace au départ. Hein. Au départ, on est un peu comme dans certains films, on voit arriver un personnage, on ne sait pas d'où ils sont, on n'en avait pas parlé, tout ça, et puis on se retrouve 30 ans avant ou 40 ans plus loin, quoi, on ne sait pas trop. Puis après, ça se met en place, et après, ça devient chronologique. Au départ, c'est des personnages, et ils sont plusieurs, qui vont vers des horizons lumineux, qui rêvent de mieux, d'aller ailleurs. Et ce sont des migrants tous. C'est des histoires de migrants. À la différence des migrants d'aujourd'hui, c'est que, moi, mon sentiment, c'est que à cette époque-là, ceux que j'ai décrits, du moins, même si ce n'était pas le cas de tous, ceux que j'ai décrits, ils partaient avec de l'espoir. Aujourd'hui, j'ai l'impression que ceux qui partent aujourd'hui, ils partent plus chargés de désespoir chez eux que d'espoir, d'un monde meilleur. Hein. Eux, ils partaient pour être mieux tous, pour se construire des vies, pour bâtir des... C'était une époque où on partait, on traversait le monde pour inventer des choses, pour créer, pour tout ça. Donc ça, ce sont ces gens. Ça, c'est le moteur du roman au départ. Mais très vite, tous ces personnages-là sont confrontés à des vies, soit qu'ils maîtrisent, c'est-à-dire qu'ils ont de la volonté, ils vont bâtir, ils vont entreprendre des choses, ils vont vivre des expériences, mais aussi, comme tout le monde, hein, comme la vie, ils sont confrontés à des coups du sort, à la fatalité, au hasard, à des choses qui ne se passent pas comme prévu. Et alors là, dès le départ, dès les premières pages du livre, il y a un personnage qui le dit, là, tout ça, on arrive avec ce qui leur tombe dessus, comme à nous tous, toujours, c'est le mektoub, que les Arabes emploient, mais que les Européens employaient aussi en Algérie, hein, c'est le mektoub. C'est cette fatalité qui arrive, souvent, pour certains c'est Dieu, pour d'autres c'est le hasard, mais ça arrive. Bon, une fois que c'est arrivé, on fait quoi avec? Et c'est là où le livre prend une autre tournure après. Une fois qu'on a décrit ces hasards qui offrent le meilleur ou qui offrent le pire parfois. Le livre bascule à un moment donné, et ça se passe en grosso modo à Lisbonne. C'est le milieu du livre, hein, c'est le milieu du livre, et c'est Lisbonne. Là, l'idée c'est de dire, on fait comment avec? Qu'est-ce qu'on a à faire avec un drame qui nous arrive, une fatalité funeste, mais aussi parfois avec un bonheur qui peut être coupable, un bonheur qui peut être entaché de tas de choses, tout ça. À Lisbonne, il y a les deux. Il y a un drame qui est sous-jacent, parce qu'on sait que tout l'espoir qu'avait mis le personnage principal là-dedans s'effondre, mais il y a aussi quelque chose de lumineux qui lui arrive. Et il est dans un double moment là où son corps et sa tête est partagés entre du drame et de la félicité, quoi. Et ça va être un peu le propos que j'ai voulu développer ensuite. Hein. Et il y a un moment clé, dans Lisbonne, il y a encore un moment clé qui symbolise ce passage. Vous le lirez. Enfin, vous le lirez, ça aurait été bien si vous aviez pu l'entendre, il aurait fallu mettre un CD. Il y a un moment, un concert qui symbolise ce basculement et cette dualité entre les sentiments. Mais après, une fois que les personnages, il y en a plusieurs après qui vont se retrouver dans ces situations à être dans un double sentiment. Et après, si vous voulez, le propos final sur lequel j'ai voulu insister, et c'est finalement, ça c'est plus le moteur du livre, mais c'est ce que je voulais dire finalement après tout, c'est une fois que la fatalité est là, comment on s'en sort? Mais on va faire comme on fait tous, de toute façon,
on va faire malgré tout, on va quand même faire, on va continuer à avancer, quoi, avec nos drames et avec nos bonheurs, avec nos frustrations et nos mensonges etc. Et si on ne fait pas avec malgré tout, et que c'est le drame qui prend le dessus, qu'est-ce qu'on fait? On disparaît, on se suicide. Et si on n'est que dans la félicité, on est loin de la réalité, quoi. On a perdu un peu la tête. Et finalement, si le livre ne s'était pas appelé De blanches lueurs, j'aurais bien aimé l'appeler Malgré tout. Parce que c'est quelque chose sur lequel j'insiste à la fin beaucoup. C'est un livre sur le Mektoub. Pas sur l'après-Mektoub. Mektoub, c'est le constat, si tu veux, le Mektoub. Mais après, il y a tout ce qu'on fait après le Mektoub. Comment on fait? Comment on s'en sort? Et tu disais que l'écriture avait changé. Alors l'écriture, oui. Si vous voulez, au début, sur les premières années, tout ça, où quand on navigue un peu là dans le temps, on va au Sénégal, on va à Argenteuil, à Paris, on revient à Oran, il y a 2 petits chapitres à New York, là, tout ça. C'est le narrateur qui est en place. Il y a la narration, c'est une histoire, on raconte une histoire. Il y a des dialogues, mais c'est très mesuré. Et ça se veut en phrases un peu rebondies, comme ça, un peu longues parfois, etc. Et après, quand on arrive au milieu du livre, à cette partie de Lisbonne, là, qui est la césure, les dialogues, ça s'accélère, il y a beaucoup plus de dialogues. Et quand on tombe, plus on va vers la fin, plus on sent un côté, je dirais, plus dramatique dans tout ce qui se passe, tout ça. Et là, j'ai voulu des phrases beaucoup plus sèches, serrées, j'ai joué plus sur les mots, même si je garde des passages, parce que j'aime les phrases un peu rebondies, enchâssées, où j'ai voulu mettre même dans le drame un peu de lyrisme aussi, mais j'ai voulu faire des passages beaucoup plus hachés, beaucoup plus nerveux, pour montrer qu'il y avait une autre tension. On n'est plus dans ce récit, surtout un récit avec une jeune gamine au début, c'est joli, tout ça. On passe sur des choses un peu plus fortes. Voilà. Et pourquoi De blanches lueurs, le titre? Alors, moi, je pense que ça doit un peu sauter aux yeux à ceux qui l'ont lu ou qui le liront. J'ai voulu des blanches lueurs, un peu, c'est à chaque moment du livre, que ce soit des moments, enfin pas à chaque moment, mais à des moments importants du livre, dans la vie de tous ces personnages. Je peux en décrire un ou deux si vous voulez après. Dans la vie de tous ces personnages, il y a toujours un éclat de soleil, un éclairage particulier. Ça peut être de la neige, ça peut être la blancheur d'un hôpital, ça peut être le soleil en pleine figure alors qu'on sort de l'ombre. Et c'est toujours des moments où il se passe quelque chose, où des choses basculent, où il y a du drame, quoi. Les blanches lueurs, en fait, c'est ce signe de la fatalité, de ce qui se passe, qui arrive. En parlant de neige, un petit détail pour revenir tout à l'heure sur la précision, il y a une scène de neige qui est décrite à Oran le 1er février 1954. Bon, alors j'ai raconté à ma façon, hein, en essayant de rendre ça joli. Il y a eu énormément de neige à Oran le 1er février 1954. C'est vrai. Oui, Justine, donc le roman décrit pendant une bonne partie, presque les 3/4, tu suis tes personnages, c'est passionnant, bon, donc ces vies qui se croisent, et la dernière partie, donc bon, ça remonte l'histoire, donc on attend, on se dit bien qu'on va arriver à la guerre. Ben, j'ai trouvé que cette partie-là, tu l'avais faite plus, ben, je sais pas, par exemple, on sent moins le drame de cette période-là. Est-ce que c'est voulu? Enfin, on est à l'intérieur de cette famille, mais on sent moins, par exemple, ben, le FLN, on sent... Bon, alors il y a des petites pointes quand même, on sent l'OAS qui est là, mais j'ai trouvé que tu l'avais moins, je sais pas, moins approfondi, enfin, le côté historique, si tu veux. Alors peut-être que c'est un ressenti
du personnage qui a vécu, c'est un enfant. Mais voilà, j'ai trouvé que on sentait moins, alors que bon, quand on parle de la guerre et de cette période, cette dernière période, où c'est dramatique, enfin les assassinats et tout ce qu'il y a, et puis bon, le FLN d'un côté, enfin bon, là on l'en sent moins. Mais c'est vrai, ça a été un choix à un double niveau. Le premier, c'est que j'avais pas envie de m'attaquer à la guerre d'Algérie de façon trop réduite, mais en parlant quand même suffisamment, en oubliant des passages. Il y a des personnages importants de la guerre d'Algérie, tant en France qu'en Algérie, qui ne sont pas cités. Parce que voilà, donc j'ai pas voulu, parce que si je m'attaquais à la guerre d'Algérie vraiment en essayant d'y mettre des choses, j'allais encore, c'était pas 800 pages, c'était pas 600, c'était 800. Mais c'est aussi la deuxième raison qui m'a aidé à l'aborder comme ça, c'est que c'est à travers le regard d'un gamin. À travers d'un gamin, mais il voit des choses quand même, le gamin, pas mal. Et puis quand même, ce que je dirais, dès le départ, même dans les premiers chapitres, il y a quand même, si on regarde bien, même sans regarder parfois entre les lignes, mais même en regardant bien les lignes, il y a quand même le narrateur qui dit des choses aussi. Voilà. Donc c'est vrai que je n'en ai pas trop fait sur cette période-là, mais ça me plaisait assez de faire ça avec le regard de ce gamin. Bon, voilà, je ne dis pas plus. Après, c'était une période difficile. Voilà. C'était une période où il y a les départs, les déchirements, les adieux, la mort, etc. Et c'est clair que c'est traité avec plus de retenue. C'est traité avec un peu plus de sobriété, alors que les 3/4 ou un peu plus de 3/4 du livre, c'est, comme tu disais Annie, c'est foisonnant, c'est riche, c'est spontané, et puis ça change tout le temps, il y a des ruptures, des virages, et là on sent vers la fin que tu mets un peu le frein. Bon, je comprends, hein, ça peut être aussi quelque chose aussi d'un rapport personnel à cette période, etc. Mais c'est net que c'est plus en retenue, plus en... Oui. Alors ok, une question. Ben, pour aller un peu dans ce sens-là, je peux vous raconter une petite anecdote du coup, là, par rapport au frein ou pas, hein, mais j'ai quand même si c'est vrai ce que tu dis Annie, j'ai quand même un peu lâché le frein, je vais te dire pourquoi. Je vais vous raconter une anecdote, et je m'éloigne un peu là pendant 1 minute, mais je reviens. En fait, dans ma scolarité en France, ici en France, j'ai été un cancre. J'ai été un cancre dans la mesure où personne dans cette salle, personne à Toulouse, peut-être même en France, personne n'a réussi à faire ce que j'ai fait, moi, dans ma scolarité. J'ai commencé 4 fois une classe de 4e. 4 fois. 4 fois. Donc, je vous fais très court, mais je vais arriver au propos après. En partant d'Algérie, j'étais en 5e, je passais en 4e. Je suis arrivé en France, je suis allé en 4e. J'ai fait un trimestre, au bout d'un trimestre, on m'a dit celui-là il est trop nul, mais c'est parce qu'il vient d'Algérie, de toute façon, il faut qu'il reparte en 5e. Donc je suis reparti en 5e. Donc j'ai fait un trimestre de 4e, 2 trimestres 5e. Je suis arrivé à Toulouse là, je suis rentré en 4e, puisque j'étais admis en 4e. J'ai fait ma 4e. Et j'étais ni dans des dispositions par rapport là où je suis sorti d'Algérie, comme beaucoup, dans des conditions pas simples, des conditions familiales pas simples. J'avais ni envie de travailler, ni de m'intéresser à l'école. Donc j'ai fait ma 4e totale, j'ai redoublé. Donc j'ai fait ma 3e rentrée en 4e. Et au bout de ma 3e rentrée en 4e, pendant cette année-là, j'ai même passé une période de l'année où je ne suis pas allé à l'école pour travailler, parce qu'il fallait que je nourrisse moi et ma mère. Et au bout de la 3e année, qu'est-ce qui s'est passé? Vie active. Donc on m'a foutu dehors, j'avais plus le droit d'aller à l'école. Ma mère a pleuré auprès d'un collège, elle a su faire, et ils ont accepté de me prendre, mais qu'à une condition, c'est que j'aille en 4e. Donc j'ai fait ma 4e rentrée en 4e. La 4e. La 4e rentrée.
même comme une éponge, comme ça, le quatrième trimestre, je commençais à connaître le programme un peu. Donc au bout d'un trimestre, il y a un prof de français qui m'a dit, un prof de français, c'est important, qui a dit, celui-là maintenant, il faut l'envoyer en troisième. Donc il m'a envoyé en troisième au bout d'un trimestre, et j'ai fait que 2 trimestres de troisième. Et au cours de ce deuxième trimestre, ce prof de français, que j'avais en quatrième et que j'ai eu en troisième, nous donne un devoir, une composition française, on devait appeler ça, je pense, qui dit il faut que vous racontiez un souvenir de votre enfance. Vous décrivez, il fallait être très... voilà, c'était une description. Bon, alors... moi, mon enfance, c'était l'Algérie, quoi. J'avais ni envie... ni j'avais pas de bons souvenirs, et même les mauvais, j'avais pas envie de les raconter, j'étais pas là. Puis je voulais faire mon devoir. J'avais à la maison un livre sur l'Algérie avec des dessins, et des dessins qui étaient en couleur, de jolis dessins. Il y a un dessin que j'aimais beaucoup, qui était une fantasia dans le désert. Et je dis, tiens, je vais raconter une fantasia dans le désert. Alors, par contre, ce qu'il avait précisé, qu'il fallait que ce soit un souvenir d'enfance. Je fais mon devoir, ma fantasia dans le désert, puis après il rend les copies, le prof. Il commençait toujours par les plus mauvaises notes, quoi, en disant, voilà, toi, le commentaire, toi, et toi, et toi. Et moi, jamais je n'arrivais, alors que d'habitude, j'arrivais toujours dans les premiers. Enfin, j'arrivais dans les premiers, c'est-à-dire dans les derniers. Et là, il finit avec ma copie. En disant, je ne sais plus comment il m'appelait, Philippe Sanson, je ne sais pas comment il me dit, mais c'est très bien, écoute, c'est magnifique, tu as raconté ça, il savait que je venais d'Algérie, c'est bien, il y a les odeurs, il y a les couleurs, il y a ça, il y a tout ce qu'il fallait, on entend les fusils, enfin, il était épaté, tout ça, et j'ai une excellente note, il me cite un exemple et tout, enfin, c'était magnifique. Et là, je me suis retrouvé, tu vois, je n'étais pas allé rechercher dans la mémoire, là, hein. Je me suis retrouvé un peu embêté, je sais pas quoi, par honnêteté ou quoi, j'ai dit, je l'ai jamais vu ça, je l'ai inventé, tout ça. Mais il m'a félicité, il m'a dit c'est bien, il avait compris qu'il avait besoin sans doute de m'encourager à ce moment-là. Alors peut-être que ce que j'ai fait là, c'est quand même que je suis allé peut-être finir le devoir, tu vois. Finir le devoir que j'avais pas fait, j'en ai quand même fait, mais je suis pas allé trop loin peut-être, tu vois, encore. Il faut encore un peu de temps, voilà. Bon voilà, alors pour finir avec le prof, bien sûr ce prof, après ça a roulé en troisième, tout ça a roulé, hein. Il a eu quand même un rôle important. Alors quand j'irai à Oslo recevoir le prix Nobel de littérature, je ferai un petit discours pour M. Bessé, qui s'appelait M. Bessé, le prof de français. Voilà. De toute façon, on retrouve dans le livre ta composition, hein, parce que tu fais remonter les odeurs, les senteurs, les bruits, d'une façon extraordinaire. Moi, je suis pas de Rome, je suis d'une ville plus au sud, qui est plus petite, etc. Et j'habitais dans un quartier à dominante européenne, etc. Et j'ai ressenti l'atmosphère, quoi. Ça passait, quoi. Tu vois, ça me faisait quelque chose. Ça réveille des choses. Et puis, ça me paraissait... Et ça, ça m'a beaucoup touché personnellement, parce que ça m'a renvoyé quelques décennies en arrière. Mais je trouvais aussi que c'était extrêmement bien fait. Tu as un talent pour raconter avec moult détails, avec certaines précisions, mais avec aussi une écriture très belle aussi. Ces ambiances, ces atmosphères, et ça, c'est vraiment la suite de ta composition, quoi. Peut-être, ouais, mais c'est M. Bessé, hein, qui m'a mis en confiance. Hein. Bon, donc tu as senti les odeurs du couscous de Martha la Juive. Exactement, oui, mais pas que, quoi. Après, j'ai eu un regret, puisqu'on parle de couscous, j'ai eu qu'un regret. J'aurais bien aimé, mais bon, ça s'est pas présenté, je l'ai pas fait. J'aurais aimé, on parle quand même de cuisine, hein, dans le livre aussi. Hein. Oui. J'aurais bien aimé avoir même si je décris des plats avec des ingrédients,
j'aurais bien aimé mettre, comme font certains auteurs, des fois, mettre une recette, quelqu'un qui donne une recette. Je l'ai pas fait. Mais après, en faisant des relectures, des corrections, des trucs comme ça, je me suis amusé à pointer, parce que j'ai dit, tu parles quand même beaucoup de bouffe là-dedans. J'ai pointé, et je crois que j'ai cité, plus ou moins avec des détails, 50 ou 55 plats différents, à droite qu'à gauche. Donc on parle de cuisine aussi. Ouais. Je pense qu'on va donner la parole à Françoise pour qu'elle nous fasse une lecture. On n'a pas vu ça depuis des années. Il y a bien 15 jours que les orages alternent avec les éclaircies. L'automne s'évertue à évincer un été qui s'essouffle afin d'installer les reflets que la mécanique céleste autorise. Les robes des jeunes filles sont encore tout aussi légères, mais dans les encoignures, leurs épaules se couvrent en fin de journée, enlacées à quelques hidalgo. Quand la nuit s'avance lentement, léchant les façades alors que le soleil glisse derrière le fort Lamoun, les lampes à pétrole tremblent, les lucioles dans les embrasures des fenêtres. Ils descendent la rue Philippe, main dans la main, ajustant leurs pas à la fantaisie de ces marches disproportionnées que seules les charrettes à bras trouvent à leur mesure. Tels des géants, ils arrivent sur une place, îlot arboré, proposant à mi-chemin une halte au plus dépourvu qui remonte du port. Un acacia et un micocoulier veillent sur 3 bancs de bois sur lesquels les vieilles jacassent, vaguement interrompues par la perpétuelle partition d'une fontaine. Parfois, une volée de gosses dévale dans un tonnerre la calade, le plus téméraire d'entre eux chevauchant 3 planches montées sur roulettes. Il deviendra un héros s'il atterrit sur la place, toujours arrimé à son vaisseau, le reste de l'essaim s'égayant en braillement sous la réprobation de patients sourcilleux, de passants sourcilleux, pardon. Entre arbres et balcons, quelques guirlandes, encore toutes en couleur, se sentent délaissées. Une fête a dû avoir lieu. La fin des vacances, un anniversaire, un retour du front. Des lampions débutent une vie dans l'oubli, rappelant seulement leur présence quand une brise les signale. Les réverbères reprennent le pouvoir. Demain, serpentins et confettis seront balayés, alors que les enfants, sur le chemin de l'école, traîneront leurs fâcheries lourdes comme des cartables. Un volet claque, réveillant un long chien noir efflanqué qui se déplie pour finir par se poser sur ses os saillants. Pierre et Gilberte lèvent la tête vers le massif du Mudjadou. À portée de main, qui s'endeuille comme chaque soir. Ils arrivent maintenant vers le quartier de la Calère. Que cherchent-ils dans ces rues, les plus pauvres de la ville? Espagnols ou descendants d'Espagnols pour Gilberte? Les premières strates d'une vie qui s'est bâtie ici pour Pierre? D'autres s'y sentiraient peu en confiance. Ils suivent des rues étroites, sombres, se fiant à la pente pour atteindre enfin les abords des quais. Ils ont envie de marcher jusqu'au port, comme si une attraction indéfinissable les y invitait. Un coup de vent, qui n'a pas renoncé face à cet abandon de la ville dans la quiétude, les enveloppe d'un nuage de papier poussiéreux. Sa longue robe évasée chaloupe telle un esquive sur la grosse mer. Accrochée au bras de Pierre, elle rit, dégageant une main pour abattre l'étoffe sur ses cuisses. Le bout des quais n'était pas nécessairement la direction à prendre. Les entrepôts sont là-bas avec le spectre du Johannis. Comme souvent, Gilberte navigue à vue, laissant la boussole à la merci de ses envies, de son sentiment du moment. Pierre ne bronche pas, semblant ne pas être affecté par la moindre distraction. Son bras entoure de si belles épaules dans une ville où il est si bien à l'instant. Leurs pas s'accordent, métronome mal assuré, pour s'avancer vers les armatures des grues, les silhouettes de wagons en fin de voyage et les remises en ombre chinoises, toutes, estampes endormies sur les quais déserts
qui n'attendent qu'un long baiser. Alors, le quai pailleté des restes d'orage du matin les drape d'une multitude d'or enluminés par la pleine lune. Merci Françoise. Merci Françoise. Les quais et les ports ont une grande importance dans le livre. Le port d'Oran, celui de Lisbonne aussi. Et après, je voudrais dire aussi, quand même, par rapport à Oran, alors évidemment, Oran, la ville est présente tout le temps, mais j'ai essayé du moins, c'est un véritable personnage que j'ai voulu faire, c'est-à-dire je lui donne des sentiments à Oran, quoi. Elle parle comme, elle vit et elle vibre et elle réagit comme un personnage du livre. Voilà, c'est ce que j'ai essayé de faire aussi. Et tu la sentais plutôt féminine. Ah oui. Alors pour moi, il n'y a pas de doute, elle est féminine, Nora. Moi, je la vois comme ça, du moins. Ouais. Ça fait plaisir à Aziza. C'est toujours discutable, ça. Ouais. Juste une petite question. Vous Oui. avez sorti le nom de Siki. Ah, c'est Batling Siki. Siki. Non. Oui. Ben, Siki, c'est un personnage, il fait partie des personnages que j'ai connus. D'accord. Parce qu'il y a un Siki à voir. Ouais. Les joueurs de football, enfin, le surnom est Siki. Et voilà. c'est un black, hein. Oui. Ouais. Parce que là, aussi, il vient du Sénégal. Oui, les Sénégalais. Alors, moi, j'ai connu ce Siki, dont on parle dans le livre, qui était effectivement un clochard. On l'appelait le clochard, et c'est comme ça qu'il est décrit dans le livre. Je raconte un peu sa vie. Et ce que je savais, c'est que le rapport qu'il avait, que je décris avec la famille, tout ça, c'est tout à fait ça. C'est-à-dire qu'il était très très respectueux avec le personnage principal, il avait une sorte de respect, comme s'il devait quelque chose à ce personnage. Et donc, il vivait là, près de la maison, Siki. Et après... Sénégalais. Il était noir, hein. Moi j'ai fait l'hypothèse dans le roman, parce que je sais que Siki, celui dont je parle, moi que je connais, était un ancien boxeur. C'est ce qu'on se disait, ce que disait la famille, et ce qu'on disait dans le quartier. Donc ça c'était vrai, que c'était un ancien boxeur. Et moi j'ai fait l'hypothèse dans le livre, ça c'est moi qui ai fait cette hypothèse, j'ai fait l'hypothèse qu'il était sénégalais. Et j'ai fait l'hypothèse qu'il était sénégalais. Pourquoi ? Parce que j'ai connu depuis 25 ans peut-être l'histoire réelle, dont je parle aussi dans le livre, de Batling Siki. Batling Siki qui a été champion du monde de boxe et qui était sénégalais de Saint-Louis. Et donc pour moi un boxeur dans ces années-là qui s'appelait Siki, qui se faisait appeler Siki, j'ai jamais connu son nom, c'est peut-être qu'il avait... C'était pour rendre hommage à peut-être celui qui avait été issu de la même ville que lui, quoi, peut-être. Ça, c'est le roman, ça, c'est l'imaginaire. Hein. Et puis, il y a Marcel Cerdan. Et puis, il y a Alain Mimoun, qui ont quand même des liens avec la famille. Pas des liens. Oui, pas des liens, mais des. Mais oui, bien Cerdan, sûr. ce que je raconte sur Marcel Cerdan, oui, c'est tout à fait vrai, puisque. Mon père s'est occupé de Marcel Cerdan quand il boxait à Oran. Hein. Et donc, et puis tout ce qu'il y a sur les combats de Cerdan, tout ça c'est parfaitement exact. Et on sait beaucoup de choses sur Cerdan parce qu'il y a eu beaucoup de choses qui ont été écrites sur Cerdan. Il y a une chose qu'on sait un peu moins sur Cerdan, j'ai beaucoup vérifié, j'ai beaucoup cherché, j'ai trouvé quand même des sources. Je ne sais pas pourquoi c'est pas tellement dit. Là, moi j'en parle dans le livre parce que ça servait mon propos en plus. Mais Cerdan, avec certains de ses cachets, a aidé la résistance à l'époque. Alors que dans ses biographies en général, tout ça, on passe plus sur son... L'aspect sportif. Ouais, on parle de son aspect sportif, son histoire avec Piaf, ces trucs-là, mais on ne parle pas tellement de son lien avec l'aide à la résistance. Donc il y a eu Cerdan qui a été, alors bien sûr, moi je ne l'ai pas connu, mais qui a été présent.
surtout à ses débuts, hein, pas plus tard. Et après, il y a quand même, par le biais que je vous laisse découvrir, ceux qui ne l'ont pas lu, il y a eu le biais d'Alain Mimoun qui s'est retrouvé mêlé un peu dans la périphérie de la famille, quoi. Ouais. Ça, c'est vrai aussi. Ouais. Il y a aussi un aspect sur la vie politique de l'époque, même si c'est dit à travers les personnages, etc., où tu fais cohabiter des pétainistes, des communistes, et parfois d'une manière assez harmonieuse, disons. Donc il n'y avait pas de guerre entre les uns et les autres, et même si... Après, il y avait ceux qui faisaient un peu tampon, qui n'avaient pas... qui essayaient de comprendre, qui prenaient les choses comme elles viennent, etc. Et ça aussi, c'était assez étonnant, quoi. Oui, mais enfin, j'ai découvert aussi quand même à la lecture de la presse de l'époque, tout ça, la période pétainiste, hein. Il y avait un fort antisémitisme en Algérie, hein. Et puis il y avait des affrontements, il y avait une violence extrême, hein, entre groupes, hein, entre groupuscules, hein, très politisés. Puis il y avait ce maire là qui attisait les braises. Ouais, ça a été. C'est l'abbé Lambert. Lambert, ouais. Ouais. Un bouquin sur cette période antisémite à Oran. Ah oui. Que j'ai Ouais, moi j'ai découvert beaucoup de choses là-dessus, hein. une période. Ah Qui a ouais, été ouais. bien décrite par les anthropologues historiennes. Et après, il y a même la période. Oui, je disais simplement qu'il y a un travail qui a été fait par une historienne anthropologue sur cette période à Oran, l'antisémitisme à Oran. Ah oui, c'était. Ouais, moi, j'étais. Ah, tu l'as raté, ça. Et puis j'ai lu des articles dans les journaux, des trucs qui barraient les premières pages des journaux, mais même si aujourd'hui on trouve qu'on va loin, mais on en dit le 10e ou le 20e de ce qui se disait à l'époque, hein, les attaques qu'il y avait, les insultes en première page, tout ça c'est effarant, hein. Et après, sur la période de la guerre d'Algérie, tu dis qu'il y avait des gens qui cohabitaient, tout ça. Ça, par contre, moi, j'ai pas pu constater ce que je décris au moment du pétainisme. Mais par contre, j'ai pu constater, dans ce qui m'était proche au moment de la guerre d'Algérie, qu'il y avait des gens autour de moi qui n'étaient pas d'accord sur la réalité de la situation, sur... le soutien à l'OS ou pas, mais qui continuaient à vivre ensemble, alors que c'était parfois impossible, hein. Moi j'ai plutôt vu ça, c'est pour ça que je le décris un peu aussi, autour de la figure du personnage principal, là. Voilà. Après, tu as pris le risque de nommer l'arabe avec un A majuscule. Des fois, avec un A majuscule, ouais. Oui. Pas Est-ce toujours. que c'est le terme qui était consacré du côté pied noir? Oui. C'est Oui. ça. Oui. Ouais, c'est ça. Ouais. Oui, c'était ça, oui. Ouais. Ce qui était aussi un peu étonnant et c'est connu, c'est que par exemple, la culture de l'arabe, on la retrouve dans plein de choses, dans certaines coutumes, notamment dans la cuisine, etc. etc. Mais chez les Pieds Noirs, il est quasi inexistant. Il est quasi, sauf peut-être chez Oriol un peu, qui était communiste. Et donc, il y avait, je l'ai dit tout à l'heure dans la petite présentation, il y avait deux sociétés, plutôt deux grandes communautés, qui se côtoyaient, mais qui ne se parlaient jamais. Mais il y avait des ponts qui étaient un peu dans le non-dit. Par exemple, j'ai parlé de la cuisine, mais aussi certains comportements, certaines pensées qui a été reprise de part et d'autre, sans qu'il y ait le contact. Sans qu'il y ait le contact. Ouais. Enfin, c'est pas une ambiance générale à Oran. Moi, j'habitais une rue, la rue Cambronne, je suis né où ma mère et mon père. Oui, je disais que c'est pas général. C'est que moi, jusqu'au moment de l'OS, on a vécu en très bonne entente. Dans la rue où j'habitais, moi, il y avait des Espagnols,
de 36, des réfugiés de 36, il y avait des juifs, il y avait des Européens. Nous, on avait par exemple une locataire, mon père avait une maison de maître, et au rez-de-chaussée, on la louait à une Bretonne. Donc, jusqu'au moment de l'OS où Mais c'est il y a eu vrai. la rupture. Mais c'est vrai, oui. Mais d'ailleurs, il y a des personnages qui le disent, là, même plus tôt, avant, ils vivent. Petrou, le Roumain, il vit dans le quartier juif, et il dit, moi, à côté, il y a un arabe, il y a une juive, tout ça. Ils vivaient ensemble. Et c'est vrai qu'après, ce qui a vraiment tout foutu en l'air, là, c'est l'OS. Hein, ouais. C'est la Bretonne qui a allaité ton frère? Non, c'était une Espagnole. Bon, toi, tu es un peu plus noir, donc. Ouais. Non, c'est vrai que il y avait des moments même de fusion. Moi, je me rappelle, j'habitais dans un quartier à dominante européen. Il y avait une place qui s'appelait Place Henri IV, et il y avait une grande brasserie. Et sur cette place, il y avait des fêtes. Et par exemple, Renette Loranès, qui est de Thierrette, qui a fait ses débuts à Thierrette, elle donnait des concerts, surtout à l'occasion des mariages, etc. Et je me rappelle, moi, j'y allais avec maman, mes frères, mes sœurs, etc. Et à côté, c'est-à-dire on était mélangés avec les Européens. Et souvent, avant la prestation de Renette Loranès, on commençait par le bal. Et on finissait avec Renette Loranès qui chantait du Chabi, de l'Andalou. Et il y avait des moments comme ça. Mais c'est vrai que c'était pas général, mais en général, c'était très séparé. Bon, est-ce qu'il y a d'autres... Allez, Loulou. Oui, c'est Lorané qui va parler là aussi. Et ce que je ne sais plus, la façon dont tu saisis Madame Oran, son âme est tout à fait remarquable. Je me demande comment tu as fait pour arriver à saisir tous ces personnages hétéroclites, notamment dans le début du livre. Et puis, ce glissement, tout doucement, de Oran, tu n'entends pas, mais on le sent très bien, tout doucement, ce Oran, alors que à l'époque le maire est communiste, tout doucement, ce Oran qui glisse vers l'abbé Lambert, pour pas le nommer, Fascisme, oui, ça qui est un fasciste de la pire espèce. Et ça, on le sent bien, tu vois, dans ton bouquin. Après, j'ai une petite anecdote. C'est vrai qu'en février 1954, j'étais au cours d'Escartes, c'est-à-dire que Descartes, nous là-bas on disait Descartes, il neigeait. Léger, oui. Eh oui. Après, je fais un petit retour, mais quelque chose qui me paraît important par rapport aux personnages, hein, tous. Il y a une question aussi, j'en ai pas parlé parce que ça a été un peu passé sous silence tout à l'heure. Quelque chose qui me paraît important, tous les personnages, à un moment donné, ils s'interrogent. Après cette histoire du Mektoub, quand la fatalité arrive, et c'est ça qui fait leur drame finalement, avant de savoir ce que va être leur vie plus tard, c'est de voir à quel point le destin de chacun se joue à si peu. C'est-à-dire, c'est souvent cité, bon mais là on le sait tous, qu'est-ce qui fait qu'on est tous aujourd'hui, ce soir, ici, au même moment, au même endroit, combien de dizaines de milliers, de millions de faits se sont produits pour que nous, nos parents, nos grands-parents se rencontrent, tout ça. Enfin, c'est le café, comme on le dit dans le livre, le café qui est pris ou qui n'est pas pris, un orage qui vous jette dans un bar et qui fait que ou pas, etc. Et tous ces petits détails-là, ça fait un peu tourner la tête de ces personnages, ça les affole un peu de voir à quoi tiennent les choses, quoi, le destin de chacun, dans un sens ou dans l'autre. Et il y a notamment deux accidents dramatiques, un qui est très célèbre, hein,
et l'autre qui arrive 2 ans après, qui n'est pas fictif, qui est totalement réel, qui s'est passé, le deuxième accident. Voilà. Je sais pas, peut-être que c'est indiscret, hein. Mais donc à la fin du livre, tout à fait à la fin tu as terminé le roman, tu donnes la biographie d'un certain nombre de personnages. Oui. Donc la question c'est, donc tous ces personnages-là, tu les as connus. Ou est-ce que c'est difficile? C'est peut-être indiscret. Non, je peux répondre à toutes les questions, comme je dis. Après, je ne veux pas trop en dévoiler s'il y en a qui ne veulent pas savoir. C'est pour ça que je dis peut-être que voilà. Non, puisqu'il y a des personnages, je suis allé. Curiosité, étant donné qu'on suit ces Je suis allé personnages jusqu'au tout bout du roman, même dans ces retours-là, si tu veux. C'est-à-dire qu'il y a des personnages qui sont parfaitement vrais, mais comme je le disais dès le départ, il y a des personnages importants qui sont fictifs, qui m'ont aidé dans les zones blanches, quoi. Et donc ces personnages-là, eh ben, ils sont au bout du bouquin aussi, avec, ils ont une fin, ouais, je suis allé jusqu'au bout. Hein. C'est-à-dire que j'ai mélangé, si vous voulez, volontairement, le vrai du faux. Hein. Il y a un auteur, je ne sais plus lequel, il disait c'est raconter des mensonges. Moi, je n'ai pas raconté que des mensonges, mais il y a des mensonges. Hein. C'est un roman, il y a le vrai du faux. Et pour ceux qui veulent en savoir plus, même, j'ai fait des fausses pistes, des trucs comme ça. Il y en a même une fausse piste dans le marque-page. Hein, exact. Ouais, il faudra que tu nous parles un peu du marque-page. Parce Voilà. que le marque-page, il y a des petits cailloux du SIG. Ouais, le marque-page, il y a une fausse piste avec les dessins, quoi. Voilà, je ne veux pas en dire plus, je ne veux pas dévoiler. Après, je suis prêt à le révéler à ceux qui ont lu le livre. Hein. Ouais. Il faut avoir lu le livre, je ne veux pas le révéler à Bon, le marque-page sera fourni avec le livre. Oui. Bon, on ne dévoile pas, ok. Non, après, c'est dans les fausses pistes, là, c'est dans les dessins, hein, si vous les regardez bien. Après, tout ce qu'il y a derrière, là, c'est tous les mêmes sur tous les marque-pages, même si les marque-pages sont différents. J'ai pas voulu, il y a un paquet de chapitres, j'ai pas voulu faire des titres de chapitres. Pourtant, sur le coin à droite, il y a en italique et en plus petit un mot, une phrase qui est ou puisée dans le chapitre ou qui n'est pas puisée mais qui évoque. C'est une piste, un clin d'œil, une petite intention, un truc sur lequel je veux insister, tout ça. Et il y en a quelques-uns qui ont été repris là, c'est tout. Là, il n'y a pas de fausses pistes. Les fausses pistes, c'est ça, là, les dessins. Voilà. Mais je peux en parler à qui a lu le livre. Sinon, je ne veux pas gâcher la chose. Parce que vous le découvrirez à la lecture, souvent. Est-ce qu'il y a d'autres questions? Il n'y a pas d'autres questions. Après, moi, je peux parler pendant des heures. Mais... Nous, on écouterait pendant 2 heures aussi. Oui, bon. Serge. Alors, moi, j'avais une question, pas sur le fond, que tu voulais expliquer, je n'ai pas encore lu le livre, hein, mais plutôt sur la forme. C'est la première fois que j'ai discuté avec un auteur que je connais. Je note d'ailleurs que tu as dit que ce serait ton seul livre, mais j'ai noté quand même qu'autour du thème de M. Bessé, de Fantasia dans le désert, il y a peut-être un sujet à creuser. Avant. Non, moi, la question que je me posais, c'était quand on est sur l'écriture comme ça d'un roman personnel, enfin aussi personnel, qui renvoie à son histoire, etc. Enfin, c'est quand même quelque chose qui doit être prenant, qui doit vraiment être intense. Et je me disais comment c'est, c'est-à-dire est-ce que, je ne sais pas si tu écrivais l'après-midi, le soir, la nuit, etc. Mais est-ce qu'on se réveille la nuit en se disant ah, putain, dans tel passage j'ai oublié ça, il faut que je développe tel truc. Enfin, voilà, c'est quoi le quotidien d'un auteur qui écrit sur quelque chose de si intime, personnel? Alors, j'y ai été, j'ai pas eu d'heure privilégiée. Je peux dire que pendant 1 an, exactement 1 an, j'y ai travaillé tous les jours. Pas à l'écriture nécessairement quotidienne, même si j'écrivais souvent tous les jours, mais quand je n'écrivais pas, je faisais des recherches. Et là, on va dire qu'à notre époque, Internet, ça aide beaucoup pour aller chercher les archives. Hein. Il y a énormément de choses. Mais après, j'avais des livres aussi. Bon, donc, j'y ai travaillé tous les jours. Je n'avais pas d'horaire privilégié.
Mais après, j'y ai pensé tout le temps. Tu te réveilles la nuit, tu y penses. Tu vas courir pendant que tu cours, tu penses. Moi, j'ai toujours pensé en courant. Hein, même quand je travaillais, je préparais des trucs en courant. Et là, je pensais au roman. Et j'ai trouvé plein de solutions et plein de pistes en courant, bien entendu. Hein. Et ça t'habite tout le temps. Là, vraiment, tu y es dedans. Et alors là, comme je disais, j'ai failli même en cours de route, enfin, parce que je savais que c'était compliqué, j'ai eu des moments de découragement, hein, au bout du premier tiers, où je ne savais pas si j'allais arriver au bout, parce que je savais que c'était compliqué, que je m'étais attaché à... Je voulais un truc un peu ambitieux, je ne savais pas faire autrement, et c'était compliqué, parce que ça me demandait beaucoup de travail. Et puis par ailleurs, j'avançais, plus j'avançais, plus je me disais, ouais, mais ça se concrétise, donc ça m'encourageait aussi. Donc j'ai été pris, puis à un moment donné, quand je suis arrivé à partir de la moitié du livre, là, ça y est, je savais que j'irais au bout, quoi, que j'allais finir, quoi. Mais c'est vrai que ça m'a habité, et quand tu finis, tu mets le point final, c'est une sorte d'accouchement, quoi. J'ai jamais accouché, bien sûr, mais c'est un gros bébé, hein. J'ai l'impression d'avoir... Après, le plus compliqué, ça n'a pas été ça. Après, c'est du plaisir, hein, d'écrire, hein, finalement. Le plus douloureux, pour moi, ça a été plutôt... parce que bon, on n'en a pas parlé, mais j'ai voulu tout faire, quoi. Il n'y a pas d'éditeur, c'est moi qui ai voulu tout faire. Hein. J'ai choisi le papier, j'ai choisi les polices, j'ai choisi la couleur du papier. C'est moi qui ai eu le projet de la couverture, j'ai voulu les marque-pages, j'ai fait la mise en page, j'ai choisi les interlignes, la taille des polices. Ça a été ça le plus dur, la mise en page avec toutes les corrections. Et on peut remercier publiquement les correctrices qui sont dans la salle, même s'il en manque. Mais c'est ça le plus compliqué. Hein. Ça a été le plus douloureux. Parce que c'était un travail technique pas sympa et qui n'était pas dans mes cordes, vraiment. Mais bon, j'y suis arrivé. Mais tu as maîtrisé ton livre, parce que si c'était un éditeur, il t'aurait imposé beaucoup de choses. Ah ben oui, non, mais c'était exclu même, oui, voilà. On peut interpeller la conjointe alors. Il était absent pendant un an, quoi. Tranquille pendant un an. Non, mais ce que tu disais, Philippe, une fois, je sais pas, il y a des passages, il y a des passages assez difficiles, enfin difficiles, pas à lire du tout, hein, mais à vivre. Hein, des passages difficiles à vivre que tu as écrits. Et une fois, tu me disais que ces passages-là, notamment vers la fin, tu l'avais écrit de façon très, très, très rapide, très facile, et que ça t'avait oui. Vraiment, voilà, ça coulait de source, oui. Alors que d'autres passages qui sont moins, comment dire, moins lourds dans sa vie, hein, je veux dire, ceux-là t'ont demandé plus d'efforts. Ah oui, oui. Voilà, non, tout ce que j'avais à moi, etc., je l'ai écrit sans problème, même les passages les plus douloureux, hein, puisqu'il y a des passages, vous verrez, bon, ceux qui ne l'ont pas lu, des passages douloureux, qui sont d'une précision extrême, je les ai écrits avec une facilité que je n'aurais pas imaginée, je ne sais pas pourquoi. C'était comme ça, et puis je les ai écrits avec la plume que j'ai voulu, avec les mots que j'ai voulu, c'est arrivé, tout ça. Les passages qui ont été les plus compliqués, ça a été le plus douloureux à écrire, je vais dire, c'est quand je m'attaquais, bien sûr, parce que c'est pas mon métier, quoi, je m'attaquais à des pans d'histoire, quoi. Par exemple, bon, j'ai essayé de voir avec les yeux des personnages principaux le débarquement, les Américains, tout ça. Il faut ajuster ces personnages, la réalité de ces personnages, qu'on inscrit, alors que je ne savais pas comment ils se sont inscrits réellement, quoi, que j'ai inscrit au quotidien dans le débarquement, par exemple. Donc il fallait, j'avais pas le droit, et je ne voulais pas dire de choses approximatives quand c'était de l'histoire pure, et c'est pour ça que je n'en ai pas trop dit non plus, mais il fallait ajuster les deux, et ça m'a demandé un exercice un peu compliqué. C'est là où j'ai eu le plus de mal, où j'ai repris, j'ai bidouillé un peu.
Alors que quand c'était très personnel, ça n'a pas été douloureux, même les passages qu'on peut juger douloureux, que j'ai vécu moi, sans doute à l'époque de façon douloureuse, ça n'a pas été douloureux à écrire. Le temps. Je voulais poser une question. Oui. Je n'ai pas encore lu le livre, mais je voulais savoir, est-ce que... Bon, moi, je suis toujours étonnée. Je pense que tu es parti, tu avais 12 ans. Oui, C'est ça. 13 ans. 12 ans, moi, en 62, j'avais 6 ans. Et sincèrement, à part le 5 juillet 62, où j'avais la petite jupe verte et la cravate rouge, je ne me souviens de rien. Ouais. Et donc, du coup, toi, tu as travaillé sur des archives un peu familiales, où tu avais quelques vagues souvenirs, et là, tu les as concrétisés par tes recherches, ou des noms, ou alors tu as consulté les membres de ta famille qui ont pu te donner des pistes. Ah, on parle de la dernière période, là. Hein. On parle de la fin. Je ne sais pas, parce Oui. que je n'ai pas lu le Alors, livre. j'ai consulté personne de la famille. Il y a même des gens de la famille qui savent pas. Enfin, personne dans la famille sait que j'ai écrit ce bouquin. J'ai pas envie. Non, non. J'ai consulté personne. Des archives familiales sur cette période-là, j'en ai pas. J'ai rien. J'ai trouvé des archives par contre sur une période qui est bien plus ancienne. C'est une histoire, il y a un Roumain, à un moment donné, il y a un Roumain qui a existé, donc là c'est assez fiable, c'est tiré d'archives. Et après, c'est pas des bribes de mémoire, j'ai une mémoire très, très importante sur cette période-là, hein. Vraiment. Hein. D'ailleurs, je sais pas, Françoise pourrait en témoigner, on est reparti en Algérie en 2006, j'avais pas remis... Grâce à Milou. Oui, enfin voilà. Oh, c'est pas grâce à moi. J'étais là-bas, je vous ai accueilli. Ouais, on est reparti en Algérie en 2006, donc ça faisait un petit moment après quand même l'indépendance, tout ça. Moi, j'étais à Oran, comme je suis aujourd'hui à Toulouse, hein, je connaissais tout, partout. Je disais à Françoise, là tu tournes la rue, là il y a 3 marches, tu descends, là il y a machin qui habitait là, et tout. Enfin, j'étais partout. Hein. J'ai une mémoire très vive de cette période-là. Donc ça ne m'a pas demandé d'efforts de recherche, c'est pas ça qui m'a demandé des efforts de recherche. J'ai même pas consulté, tu vois, vraiment d'archives là par rapport à cette période. Parce que c'était le gamin qui parlait là, tu vois. Bon, bah, on passe aux dédicaces. On te garde un peu. Écoutez, merci à tous.